Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler avec des jeunes qui ont une singularité, c'est des jeunes conservateurs. Quand on pense aux jeunes, on pense à Québec solidaire, des péquistes, des souverainistes. On se dit, bon, ils ont des idéaux, mais on pense pas aux conservateurs. Les conservateurs, on se dit, bon, ben, c'est une pipe avec une grosse bedaine, 60 ans, puis lui, il se rappelle du bon vieux temps comme c'était bien le fun, puis je suis conservateur parce que j'aimais ça comment c'était autrefois. Nous allons parler avec Joey Aubé et Héloïse Coulombe. Salut à vous deux. Merci beaucoup de Bonjour. l'invitation. Ben, vous êtes les deux porte-parole d'un nouveau mouvement relativement neuf là, chez les conservateurs qui s'appelle Mouvement Jeunesse Génération Ambition. C'est quoi ça, puis qu'est-ce que ça mange en hiver? Génération Ambition, c'est un mouvement de jeunesse conservateur transpartisan, je tiens à le préciser, puis indépendant. Autant qu'on a des affinités avec le Parti conservateur du Québec, moi-même, je milite pour le parti, c'est pas un gros secret. Mais on voulait vraiment, premièrement, donner une voix, comme tu le dis, donner une voix aux jeunes conservateurs du Québec, hommes, femmes, whatever. Parce que souvent, ce que je vois dans les médias, du moins les médias traditionnels, c'est quand on parle, disant, on va aller parler aux jeunes, on va voir ce que les jeunes veulent savoir. Bien, souvent qu'autrement, c'est majoritairement des jeunes, souvent très montréalocentriques, très de gauche, beaucoup. Puis je me dis, écoute, moi, je suis un gars de Montmagny, je viens de Chaudière-Appalaches, je peux te dire que ce qui me représentait pas tant que ça. Fait que c'est un peu comme ramener l'équilibre, du moins, pour ce qui est des intérêts des jeunes, que ce ne soit pas uniquement un monopole d'une simple, mettons, je dirais plus une certaine branche peut-être plus militante. Puis dire, ces jeunes-là ont le droit d'exister. Mon but, c'est pas de les canceller ou quoi que ce soit, mais il y a quand même une partie plus silencieuse qui est là au Québec, qui existe. Fait que c'est pour ça qu'on voulait le représenter. Est-ce que vous n'êtes pas moins nombreux quand même, les jeunes conservateurs, si on compare avec la gang de Québec solidaire, là, non? Ben, j'ai l'impression qu'on sous-estime beaucoup le nombre de jeunes conservateurs, là. Il y en a beaucoup plus Ah ouais? qu'on pense. Oui, oui, oui. Quand je Peut-être regarde plus autour en de moi- région, parce que ici à Montréal, on les voit pas. Ah, ben c'est partout. On a des gens de Montréal, on a des gens dans la région. Mais ce qui est surprenant, Denis, c'est qu'il y a beaucoup de ceux qui nous ont rejoints, qui nous ont dit avant, ben, peut-être pas la dernière élection, mais l'autre d'avant, j'ai voté Québec solidaire. Puis là, je vote conservateur. Parce qu'en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'autant que moi, je me formais un peu sur la politique, mais tu sais, je n'étais pas un geek de politique, tu sais, je ne me formais pas tous les jours. Et je suis arrivé au cégep, à l'université, puis on me dit que mes valeurs, c'était de gauche, puis on me dit que la gauche, c'était Québec solidaire. Fait que j'étais comme, OK, je suis Québec solidaire. Mais plusieurs, c'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, c'est juste qu'ils n'ont pas nécessairement fait la grande réflexion de dire, c'est quoi mes idéaux, c'est quoi mes valeurs que je tiens le plus, ou mes valeurs politiques, et souvent, après certaines réflexions, puis plusieurs s'en ont rendu compte aussi durant les dernières années avec la pandémie, qui se sont dit, ouais, peut-être pas mal moins de gauche que je pense finalement. Fait que moi-même, ça m'a surpris personnellement. Puis la raison aussi pourquoi on a voulu cofonder ce mouvement-là, c'est qu'à l'origine, regarde, c'est pas un secret, je voulais fonder la jeunesse du PCQ. Mais il y en a plusieurs, dont Héloïse et plusieurs autres, que j'ai demandé, avez-vous le goût d'embarquer? Ils disent, ouais, c'est pas qu'on n'aimerait pas l'idée d'un mouvement, mais on a vu ce que les autres jeunesses font dans les autres partis. Tu sais, c'est souvent plus une banque de bénévoles gratis. Ben, c'est souvent, les jeunes arrivent avec des idées, puis le caucus s'en sac. Ben, c'est vraiment ça. Ils disent, ah, merci, ils avaient un beau dossier, puis ils mettent ça là, puis ils font rien. Exactement ça. Fait que, on fait semblant de vous écouter une fois 2 ans, puis après ça, c'est ça. Venez poser ouais. vos pancartes, that's out. Fait que la majorité de ceux qui voulaient embarquer, ils disent, on veut pas ce côté infantilisant, là. On voulait vraiment être différent. Autant que oui, comme je l'ai dit, on s'est fait d'amitié sur plusieurs enjeux qui nous rallient avec le PCQ, peut-être avec d'autres partis dans l'avenir. Qui sait, on est quand même ouvert à ça. Et on est ouvert justement à des gens, la majorité des gens de droite plus économique, mais ça pas seulement, de tous les partis politiques au Québec, que ce soit le PCQ, le Parti libéral, peut-être même au PQ. Mais est-ce que ça veut dire que l'avenir, ben moi j'ai toujours trouvé que Québec solidaire avec ses deux co-porte-parole, ça faisait un petit peu bancal. Parce que ça prend un chef dans la gang. Je comprends qu'une femme, un homme, ça pourrait être une femme des fois puis un homme des fois, mais eux autres, c'est les deux en même temps. Puis là, vous êtes deux co-porte-parole. C'est-tu l'effet Gabriel Nadeau-Dubois qui se rapporte chez vous aussi, chez les conservateurs? Ben, dans le fond, c'est ça, ce qu'on voulait avec ça, c'est aussi rallier le plus de monde possible. On Mais voulait tu montrer... crois-tu à ça, les deux porte-parole? D'un parti politique? Ouais. Je pense que c'est différent. Je pense que c'est vraiment différent. Nous autres, on est une association, on n'est pas un parti politique. C'est ça, puis on n'est pas les chefs. Non, Fait que c'est oui, ça, exactement. On a cofondé le mouvement. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ça, juste deux chefs, deux porte-parole plutôt qu'un Non, chef? c'est ça. Ben, premièrement, c'est sûr que notre mouvement, il est vraiment, je ne veux pas prendre une expression du premier ministre, là, on construit l'avion en vol, on construit le squelette tranquillement, pas vite. On est je vous dirais une bonne quarantaine de jeunes présentement. Et on continue à faire des posts sur les réseaux sociaux. On est sur toutes les plateformes, TikTok, Instagram, Discord, name it. On voit aussi que les jeunes sont finalement. Et justement, on a comme un premier exécutif qui s'est créé. Nous, on est vraiment comme les deux
visages du mouvement qui vont dans les médias pour parler du mouvement, mais on n'est pas les chefs de facto, tu sais. Je pense qu'en bout de ligne, on est juste là pour justement démarrer tout ça après. Puis s'ils veulent qu'on soit chef par après ou qu'il va y avoir une tête dirigeante, ça va se décider de manière démocratique. Mais pour l'instant, c'est ça. On est plus ça pour la promotion du mouvement que nécessairement dire aux gens quoi faire, finalement. Bon, ça veut dire quoi, ta droite, quand on a 20, 22, 23 ans, là? Je veux dire, t'as pas beaucoup d'actifs, t'as pas beaucoup... Tu sais, quelqu'un qui a réussi dans la vie, il dit, bon, ben moi, je veux garder, je veux pas payer d'impôts parce que je veux un gros salaire. Ou... Vous autres, vous avez encore à peu près rien, là. Alors, qu'est-ce que ça donne de ta droite? C'est pas seulement une question de je veux juste plus de cash. Ben oui, un peu ça aussi. Ben, tu payes moins d'impôts, va t'en rester Ben, plus. c'est ça. Surtout dans la province la plus taxée et imposée en Amérique du Nord, c'est sûr que ça aide. Autant que certains diraient que le Québec n'est pas seulement un terreau fertile conservateur. Je ne serais pas d'accord parce qu'il y a une époque où c'est que ça l'était. Autant vous allez me dire, c'est pas du tout le même conservatisme qu'aujourd'hui. On est à l'époque de vote pour moi où j'asphalte pas ton rang. On n'est plus là du tout. Ben ouais, j'espère que tu te réclames pas de Maurice Duplessis. Non, quand non, même, c'est là. ça. Mais je pense qu'au contraire, c'est multifactoriel. Oui, il y a l'aspect vraiment fiscal, tu sais, de décentralisation, puis aussi de remettre en question, plus que la majorité des partis n'osent pas faire, c'est vraiment le modèle québécois, tu sais, qui n'est pas un modèle, qui est déficient et qu'on voit qui est en perte de vitesse incroyable, autant au niveau de la santé, autant au niveau de la bureaucratie qui continue. Moi, j'appelle ça, dans mon jargon personnel, Denis, la méthode Ginette Renault. Tu sais, Comment c'est ça? un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. Tu sais, Ben, c'est correct, tu vas réussir, tu vas un peu plus haut, un peu plus loin. non, mais c'est toujours, que ce soit les gouvernements précédents. Présentement, on a la CAQ, on a eu les libéraux, on a eu les péquistes. À toutes les fois qu'il y a un problème au sein du gouvernement ou dans différents ministères, c'est pas de penser, hey, peut-être c'est notre faute, peut-être on a mal géré ça, peut-être on a trop de monde, on n'a pas dispatché les gens aux bonnes places. Non, c'est tout le temps, on envoie plus d'argent, on crée une nouvelle agence, on met plus de fonctionnaires. C'est toujours un peu plus. Puis après ça, j'entends dans les médias traditionnels, mais là, vous allez. Puis quand il y a un des rares politiciens qui dit, là, il faut couper. Mais vous allez couper où? Êtes-vous malade, là? Je veux pas être méchant, mais au Québec, en termes de bureaucratie, puis de, je veux le dire, un peu de réglementation inutile, c'est quand même un gâteau de mariage, il y a ça de gâteau, puis il y a ça de crémage. À un moment donné, ils disent, ah, mais il faut racheter du crémage. Vraiment, là? Moi, personnellement, ça me fait un peu peur. Surtout en plus qu'on dépense l'argent des contribuables de manière sans précédent, puis on ne voit pas les résultats en bout de ligne. Puis c'est pas parce que les gens qui travaillent au gouvernement ne sont pas compétents. Moi, je blâme pas les fonctionnaires, je blâme pas les infirmières, je blâme pas les enseignants, je blâme le système, le modèle, de la manière qui est organisé et qui est très monolithique et souvent qui ne bouge pas bien, majoritairement. Ce qui arrive, c'est que quand un jeune comme toi rentre dans le système, comme vous autres, là, je parlais avec un jeune il n'y a pas longtemps, il a 24 ans. Ça fait 2 ans qu'il fait sa job, il travaille avec le gouvernement. Puis je dis, hey, comment tu trouves ça? Moi, je pense qu'il va me parler de l'acte de ce qu'il fait là, comme professionnel. Ben, il dit, j'ai un bon fonds de pension, là, Oui. puis je vais avoir tant de semaines de vacances. Puis, ce que je veux dire, même les jeunes comme vous autres, là, ils sont c'est- contents d'avoir le modèle québécois, d'avoir des congés, puis d'avoir attirant. Parce que je les blâme pas d'aller dans ces jobs-là, c'est super attirant, mais le problème, sécurité d'emploi, tout ça. Mais le problème, c'est que c'est une bombe à retardement. Parce qu'avec le vieillissement de la population, de plus en plus, justement, de gens qui étaient dans la fonction publique vont à la retraite, puis ils vont continuer à prendre des services. On sait que les coûts au niveau de la santé, que le budget a doublé en 10 ans, puis que ça va continuer, sachant que la génération des baby boomers va continuer de vieillir. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que pour justement fournir l'argent pour le fonds de pension du gars de 24 ans, ça prend 4 personnes qui travaillent dans le privé pour fournir, en taxes et impôts, pour fournir son fonds de pension. Le calcul se fait là. Fait on s'en va littéralement dans le mur. Et la raison pourquoi justement je suis plus un gars de droite au niveau fiscal, au niveau conservateur, c'est que je vois clairement que je vois tous les partis présentement à l'Assemblée nationale nous dire que non, là, il nous manque d'argent, puis il faut aller rechercher l'argent du fédéral, puis ah non, nous autres, on va le faire mieux parce que nous autres, l'argent, on va la dépenser de la meilleure façon. Puis ça fait 40 ans qu'on essaye ça. Ça ne fonctionne pas. Peu importe la couleur du gouvernement, mais jamais on remet en question le modèle. Jamais on remet. C'est comme un sacro-saint parce que, tu sais, n'importe quel politicien, là, ben, souvent c'est des gens de droite, mais on dit, OK, on veut couper dans la fonction publique ou s'attaquer là-dessus. Là, je dis, hey, c'est anti-québécois, ça. Vous êtes contre les emplois de qualité, vous? Oui, mais attends, les libéraux ont coupé solide là, avec. Ils ont appelé ça la rigueur. Oui, c'était Ouais. austérité, tu sais, ils ne voulaient pas qu'on dise austérité. Mais ils ont coupé au point où, quand on est arrivé pendant la pandémie, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'infirmières, qu'on n'avait pas de lits dans les hôpitaux, puis on était mal arrangé. Ce que je veux dire, c'est que couper, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pas un Ben, gros le but, projet c'est de mieux société, faire, parce qu'il là. faut voir ça, c'est pas une question de juste couper dans le gras puis voir les résultats. Puis premièrement, la question de l'austérité libérale, puis écoutez, je suis pas un libéral, puis je suis pas le plus grand fan des gouvernements libéraux précédents, mais il faut que les faits sont quand même les faits. Peu importe ce que les journalistes vont vous dire, il n'y a pas eu d'austérité sous l'époque Couillard. N'importe quel économiste qui mérite sa profession va vous dire il y a eu une réduction de la croissance des dépenses.
mais ça continue d'augmenter pareil. Toi, tu voudrais que ce soit plus que ça, là. Des mises à pied. Mais les mises à pied, c'est toutes des jeunes, vous allez tous perdre vos jobs. Oui, là, s'ils font, c'est juste pour voir ça, parce qu'on assume, puis tu assumes, puis tu as le droit d'en penser, Denis, c'est que tout le monde là-dedans travaille à 100 de leur taux de productivité. Puis je dis pas parce qu'ils sont fainéants, c'est dans le cadre qui ont été mis dans plusieurs ministères, c'est que, OK, on a 5 personnes ici pour faire tel travail, mais la manière que la gestion des tâches est faite, ils roulent à peu près à 65-60 C'est ça, c'est pas la même guerre que dans le privé. C'est ça. Fait que là, on dit, OK, là, on a 5 personnes à 60 puis là, ça nous manque du monde. Fait qu'il faut engager un 6e personne à 60 mais moi, je dirais, ben, pourquoi pas prendre les 5 puis les faire rouler à 100 Mais là, tu réponds pas. Essaye de me répondre à cette question-là, toi. C'est les jeunes qui vont payer si on fait des mises à pied, là. Mais pas nécessairement. Ce serait de... Là, tu sais, la liste d'ancienneté, ils prennent ça par en bas, ils prennent pas ça par en haut. Là. La personne qui a 25 ans d'ancienneté, elle se fera pas sacrer dehors. Non, mais ce serait pas nécessairement... Quand on parle de couper aussi dans le gouvernement, c'est pas nécessairement de mettre tout le monde dehors. Là. Ce serait de pas non plus remplacer certains postes quand les personnes prennent leur retraite. C'est ça, exactement. Donc, c'est pas nécessairement de juste mettre tout le monde dehors, puis couper leur poste, puis qu'ils se ramassent sans emploi. Là. On veut pas mettre les gens dans le trouble. On veut juste... que ces postes-là, qui sont pas nécessairement qu'il n'y a pas des bonnes ressources bien gérées dans ces postes-là tout le temps, mais on veut pas non plus les remplacer puis continuer dans un modèle qui marche pas tout le temps. Là. C'est plus Moi, je suis d'accord avec vous autres. Ça fait 30 ans qu'on nous dit je me rappelle la réingénierie de l'État. Ben oui, sous Jean Charest. Ça marche pas parce il l'a pas fait. Non, mais il y a plus que ça, c'est que les syndicats résistent. Ben Tu sais, quand tu arrives avec une grève comme il y a eu, là, la population était en faveur de la grève des enseignants puis des infirmières parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus de service. Si tu coupes, il n'y aura pas de service, les gens vont être en maudit, les syndicats vont avoir l'appui du monde, puis le gouvernement ne le fera pas. Mais c'est toujours la logique. Il y avait quand même une nuance, parce que pour ce qui est du Front commun, puis regarde, je travaille dans le milieu de podcast, fait que moi, tout au niveau de l'actualité, j'en mange à tous les jours. Je sentais au sein de la population qu'il était, oui, en faveur des syndiqués, mais contre les syndicats. Parce que la raison, puis regarde, il ne faut pas se le cacher. C'est un bon point que tu dis là. Parce que c'est ça, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Les centrales syndicales, que ce soit aussi les autres professionnels comme le Collège des médecins ou peu importe, c'est les gardiens du temple. Les autres, bien évidemment, ils tiennent, excusez-moi l'expression, mais ils tiennent le gouvernement par les partis intimes. On va dire ça comme ça. Les partis intimes! C'est ça. Puis justement, le peu d'avancement qui se fait, c'est eux autres qui décident en bout de ligne, puis on le voit clairement. Et je me dis, OK, puis ils veulent pas garder, je les comprends, ils veulent pas perdre leur pouvoir. La quantité de cotisation qu'il y a là, c'est fou, ils veulent pas garder l'hégémonie qu'ils ont. Mais de l'autre côté, c'est que justement, pendant ce temps-là, le Québec avance pas. Et j'ai l'impression que c'est la même rengaine depuis tellement longtemps. Je ne veux pas faire de POG nécessairement, mais le documentaire de Joanne Marcotte, L'illusion tranquille de 2006, vous le réécoutez aujourd'hui, il est disponible sur YouTube. C'est changer les noms des interlocuteurs par rapport quand ils parlent des syndicats, c'est littéralement la même. Mais c'est pour ça que je te disais, dans le modèle québécois, il y a le modèle du rapport syndicat, gouvernement, le gouvernement qui a peur des syndicats. C'est ça je ne sais pas comment tu ferais pour casser ça. C'est comme dans notre ADN. Puis je tiens à le préciser, je ne suis pas anti-syndical. Écoutez, j'ai travaillé durant la pandémie. Tu n'es pas pro, certain. Non, mais je tiens à le préciser, il y a même une distinction à faire. C'est vraiment les hautes instances, vraiment, les grandes corporations syndicales, vraiment au niveau de l'exécutif, que là, je pense que c'est vraiment là que c'est déconnecté de la réalité. Puis je pense que, en tout cas, c'est pas des gens très respectables. C'est qu'un peu comme les fonctionnaires, il faut que tu justifies ta job. Alors, quand un syndicat existe, puis il y a la permanence de la centrale syndicale, eux autres, il faut qu'ils justifient leur job. Un peu comme tu as un projet, je sais pas, dans une ville, puis tu te fais dessiner des plans, puis tu dis, moi, je me fais construire une maison. Là, il y a du monde qui encule des mouches là, pour savoir, tu vas-tu mettre un arbre là, tu vas-tu faire ça, puis ça retarde tout ça. Mais pourquoi? C'est parce que ces gens-là, ils veulent garder leur job. Ben oui. Donc, c'est pour ça qu'ils s'inventent toutes sortes de critères pour que ce soit plus compliqué pour qu'ils soient capables de justifier leur job. Mais les syndicats ont leur place. Et justement, regarde, j'ai travaillé dans une usine d'acier à Montmagny, je viens de ce coin-là durant la pandémie, puis le gars le plus conservateur de l'usine, c'était le représentant syndical. C'est vraiment, au niveau du plancher des vaches... comme en 1960. C'est ça. Au niveau du plancher des vaches, la majorité des gens qui sont syndiqués, c'est pas des mauvaises personnes, puis sont souvent de notre côté au niveau idéologique. Mais rendu dans les hautes instances, c'est totalement un autre monde. C'est le meilleur exemple, on l'a vu durant justement le Front commun, Magali Picard qui s'en va à Dubaï. Moi, sérieusement, excusez-moi l'expression québécoise, mais ça me flabbergasse. On envoie des dizaines et des dizaines de représentants d'un syndicat de travailleurs québécois d'une province canadienne à Dubaï dans une conférence sur l'environnement. Et ce qui était fou, c'est qu'elle allume juste rendu là, elle dit « Ah, c'était pas une bonne idée? OK, on va y retourner. » S'il y a un vote démocratique secret fait par les membres, puis c'est approuvé cette demande-là, je n'ai aucun problème. Mais dilapider l'argent des syndiqués, des syndicats comme ça, alors que, faut pas se le cacher, à part la CSD, puis je pense un petit peu la CSN, mais pas tout le temps, disons que les états financiers des syndicats, ils n'aiment pas trop les présenter en public. Des fois, au niveau de la transparence, on repart
passera. Mais moi, c'est ça, c'est que je me dis, ils sont rendus tellement à vouloir, comme tu dis, justifier leur travail que genre, OK, on va aller à l'environnement, on va faire des conférences, on va aller ici. Ouais, vous êtes des syndicats, je veux dire, vous représentez des travailleurs. Quand est-ce? Oui, là, ils ont fait le travail durant le Front commun, mais pour être bien franc, on n'a pas réendetté. Est-ce qu'ils méritaient l'augmentation de salaire, les gens syndiqués? Absolument. C'était clair. Mais ce que tu soulèves, c'est plus que les syndicats, c'est la gauche par rapport à la droite. Quand j'étais jeune, la gauche, elle voulait des augmentations de salaire. Elle voulait une amélioration des conditions de travail. Absolument. Aujourd'hui, elle parle d'identité de genre, puis elle parle d'orientation philosophique. Elle parle plus de on veut de l'argent, puis on veut C'est ça, des je peux meilleures en parler conditions. longtemps. Moi, je suis ouvertement gay. Oui, oui, gay, conservateur, ça existe, oui. Mais Ben oui, on l'a vu avec Eric. c'est ça, Eric un peu aussi. Il n'est pas tout seul, au moins on est deux. Mais, mais non, mais c'est ça. C'est vraiment qu'on cherche dans des cases que. C'est un peu les municipalités, c'est la même chose aussi. On augmente le nombre de champs de compétences alors que finalement, peut-être qu'il faudra retourner à la base, c'est le déneigement, la voirie, les égouts, quelque chose comme ça. Mais justement, pour venir à la question des syndicats, je pense que vraiment, le gros problème, à mon avis, c'est vraiment le fameux système d'ancienneté. Puis encore là, ça a sa place. Le système d'ancienneté, c'est parfait pour les fameuses entreprises de style chaîne de montage, toutes les industries. Parce que justement, un travailleur qui rentre comme moi, qui était sur une chaîne de montage, ça prend à peu près 1 mois pour apprendre la job. Et quand, mettons, il y a une commande qui est finie, avoir à être syndiqué, ça empêche au boss de te sacrer dehors parce que justement, tu n'es pas diplômé. Par contre, tu ne peux pas mettre le système d'ancienneté dans des endroits où il faut prôner la compétence, comme en santé, comme en éducation. Je ne peux pas te dire, j'ai 29 ans, puis je me rappelle encore de mes années de secondaire, des fois, on a eu des profs remplaçants qui étaient juste là parce que le prof qui était là depuis 20 ans était là. Il y en a qui n'ont aucun diplôme. C'est ça. Puis actuellement, là, ils vont surveiller, puis ils n'ont rien. Surtout de cet incite, c'est rendu qu'on demande quasiment aux parents d'aller faire de la surveillance à la place des profs. Fait que c'est pour ça. Fait que je pense qu'il y aurait moyen de changer OK. Donc, ton point, là, c'est dire on veut changer des choses, mais pas scraper de A à Z. Non, parce que l'ancienneté, là, tu dis à un gars qui fait 30 ans, qui travaille à la même place, là, nous autres, on n'est pas trop intéressés à respecter l'ancienneté. Tu sais, le gars, il a 50 ans, puis s'il se retrouve en chômage, il va avoir moins de misère à se trouver un job, plus que toi à ton âge, on s'entend. OK, mais là, je veux parler un peu parce que les jeunes, généralement, égale environnement, écologie. Parce que c'est la préoccupation. Vous autres, on va être morts, puis vous autres, être poignés avec tous ces problèmes-là. Et vous ne m'avez pas l'air particulièrement écologiste là, par la façon dont vous élaborez le programme. Là. Avez-vous peur de ce qui se passe actuellement? Pensez-vous qu'il faut faire quelque chose? Ou... Moi, je pense que personnellement, on ne peut pas nier qu'il y a des changements. Je pense qu'il y en a toujours eu, puis il y en a encore, puis il y en a peut-être encore plus. Mais on ne peut pas non plus dire qu'on va s'arrêter de vivre, on va arrêter de respirer au nom de la planète, au nom du bien commun, parce que c'est pas comme ça qu'on va réussir à faire quelque chose. En tout cas, pas selon moi. J'ai vraiment l'impression que si on veut vraiment arriver à connaître le problème puis à connaître les solutions au problème, il va falloir innover un petit peu parce qu'on n'a pas nécessairement les ressources et les moyens en ce moment là, de contrer l'environnement. Tu sais, les batteries, les changements climatiques, pardon. Mais ouais, comme les batteries électriques, là, on ne sait même pas comment les recycler comme du monde. Là, puis on décide que ça va être ça la solution. Il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. Mettons juste acheter plus local, là, arrêter de commander en ligne tout le temps. C'est juste des petites solutions que, dans le fond, ça va permettre, ça va pas changer drastiquement ta vie. Puis en attendant aussi, on peut continuer d'innover. On peut exploiter nos propres ressources au lieu de les faire venir. Il y a tellement d'autres moyens. Ça sent un Québec solidaire, ton affaire. Là. Non, mais il y a d'autres moyens que d'arrêter de respirer. Justement, si on exploite nos propres ressources, ça sonne pas très Québec solidaire, je pense. Mais non, si on exploite nos propres ressources, là, on va pouvoir les exploiter nous-mêmes. On les a sur notre territoire. On n'a pas besoin de les importer. Puis en plus, on va pouvoir avoir du profit par rapport à ça. On va pouvoir investir dans la recherche en environnement. On n'a pas besoin de s'arrêter de vivre là, pour faire mais sans s'arrêter de vivre, là, la taxe carbone, on l'a au Québec, ils ne l'ont pas ailleurs au Canada. Le Poilievre, il fait comme si on ne l'avait pas, là, mais ça prend-tu des taxes comme ça pour nous décourager de prendre l'auto? Ou êtes-vous d'accord avec ça ou pas? C'est d'un côté, parce que la question de l'environnement, j'ai l'impression depuis plusieurs années, premièrement, encore là, on nie pas qu'il y a des changements climatiques. Je pense qu'il y a vraiment une crise réelle qu'il faut s'attaquer. Par contre, je pense que c'est vraiment, il y a eu beaucoup de discours reliés à ça. Souvent, puis souvent dans les politiques publiques reliées à ça, c'est beaucoup de signalements de vertu que nécessairement des impacts réels sur justement la cause, que ce soit l'émission de CO2 ou justement d'être plus vert ou être dans l'électricité au lieu des énergies fossiles. C'est vraiment, j'ai l'impression, beaucoup une sorte je dirais pas un genre de out of jail free card pour un peu faire tout passer nos politiques un peu plus collectivistes puis empêcher justement de faire la guerre à l'auto ou quoi que ce soit. Alors, au lieu de présenter, parce que souvent j'ai l'impression que la majorité des politiques environnementales, c'est tellement beaucoup plus
rapidement dans la coercition que nécessairement de juste présenter les bienfaits. On parle de projet de transport en commun. Tu sais, je suis un gars de la région de Québec, fait que l'histoire du tramway, je connais assez bien. Puis la raison, beaucoup les gens de Montréal, souvent, ils disent, viens, vous êtes contre le transport en commun. Non, c'est pas qu'on est contre le transport en commun. Ce projet-là, actuel, dans la forme qui était, il n'y avait aucun bienfait, ça allait coûter un prix de fou, puis la quantité de faits bénéfiques sur l'environnement allait être quasi nulle. On parle de quasiment la quantité d'arbres qui allait être coupée, plus de 6 000 arbres centenaires. On parlait justement d'une dalle de béton qui allait couper quasiment la haute ville de Québec en deux, donc faire la guerre à l'auto. On parle aussi au niveau, parce que transport en commun, c'est deux affaires. Si tu veux que les gens le prennent, comme moi qui ai mon véhicule ou peu importe, il faut que ça ait deux choses. Soit ça va plus vite que le char, ou que c'est moins cher que le char. Ben, le tramway, il allait coûter plus cher, puis il allait rouler à 20 km/h en hiver comme été. De là la logique de taxer l'essence, puis de taxer le permis de conduire, puis de taxer la vente du char. Oui, mais le problème avec ça, c'est que les personnes qui vont en avoir besoin de conduire leur voiture, ils vont l'utiliser quand même. Ça va juste leur coûter plus cher, ça va juste les mettre dans le trouble. Non, mais c'est parce que il vient de me dire, là, il faut que ça coûte moins cher. Si ça te coûte bien cher de prendre ton auto, tu vas pas la prendre. Mais si on regarde dans les régions, il n'y a pas de transport en commun. Moi, j'ai des régions qui ont pas ça, c'est sûr. Moi, je viens Exactement. du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on va dire, l'autobus, là, on prend... Il n'y en a pas beaucoup, là. Il y en a pas beaucoup. Denis, c'est pas nécessairement... Tu sais, mettons que on aurait le verre d'eau rempli ici, puis ça serait de l'eau vaseuse, puis tu dis, OK, bois ça. Là. Je dis, non, je bois ça, je vais prendre l'eau qui est plein. Là, tu arrives, tu remplis de la terre dedans. Bon, vas-tu le boire, là, à ce temps? C'est un peu ça. C'est dans le sens que, tu sais, OK, on va taxer les automobilistes pour les forcer à prendre le réseau de transport en commun qui est ni efficace ni vite, mais là, on vous l'oblige là-dedans. Puis quand on parle justement que plusieurs, dont Éric Duhem, je le prends comme exemple parce qu'il en parle souvent, de la fameuse guerre de plus en plus contre les libertés individuelles puis le choix des gens, je pense que ça fait partie de ça aussi. Tu sais, le fait que justement, on peut-tu juste, oui, on est prêt à faire des enjeux puis des trucs sur l'environnement, mais à toutes les fois, on dirait que ça nous est poussé dans la gorge, puis c'est comme, non, on sait mieux ce qui est bon pour vous. Prenez justement, faites ce qu'on vous dit, puis fermez vos trappes, sinon vous êtes des anti-climat, complotistes et tout le tralala. Je pense qu'au contraire, la meilleure façon, justement, c'est d'informer les gens et aussi les écouter. Puis c'est pas en appauvrissant la population avec justement les 36 millions de taxes qui, en passant, j'ai hâte de voir les résultats parce qu'à date, j'ai pas vu un feu de forêt être empêché à cause d'une taxe sur l'essence, dans mon guillemet. Là. Puis à date, je vois la manière comment je vois les fonds publics dilapidés, autant au provincial qu'au fédéral. Sais-tu, le problème, à mon sens, moi, en environnement, c'est que le gros du problème, c'est la production même de ce qui pollue. Par exemple, les automobiles. C'est produit aux États-Unis, au Canada anglais, mais c'est en vertu des prérogatives américaines. Sous Obama, qui était quelqu'un quand même d'assez de gauche, on avait imposé un degré d'émission moindre. Quand Trump est arrivé, il a tout pris ça, il a sacré à la poubelle, puis il a dit, on laisse tomber. Même les gens de Ford General Motors, ils disaient, Monsieur Trump, laissez pas tomber, là, ça nous a coûté un prix de fou de faire diminuer l'émission, mais non, laisse tomber. C'est que quand tu pars avec une idéologie, plutôt que du côté pratique des affaires, tu arrives avec des décisions comme ça. Là. On a reculé pendant 5 ans à cause de la décision de Trump et on serait plus avancé. Ce que je veux dire, c'est que nous autres, au Québec, on a bien beau changer un petit peu nos façons de faire. Tant qu'ils vont produire des chars qui émettent beaucoup plus de CO2 qu'ailleurs. On parle souvent d'environnement, que c'est une question globale sur la planète, mais j'ai l'impression que dans le discours environnemental, c'est qu'ils ont l'impression que toutes les sociétés à travers la planète sont au même niveau. Je ne veux pas être méchant, mais en 2024, il y a encore des gens sur cette planète que leur nouvelle technologie du jour, c'est les chars à essence. Puis ça va l'être encore pour un bout. Même chose, on parle souvent du pétrole. Le pétrole, l'essence, oui, mais le pétrole, de tout ce qu'on porte, que ce soit les stylos, ça ici, on parle de plastique aussi. Puis c'était une révolution de plastique quand ça a starté. C'est léger, c'est antibactérien, c'est super pratique. Oui, je comprends. Faut faire une transition. Faut pas nécessairement être ça. C'est le pétrole jusqu'à la fin des jours, puis on va quasiment en sniffer parce que c'est ça, on est tellement ça. On n'est pas le fameux terme que le devoir a inventé quelques semaines, les pétromasculinistes. Là. On n'est pas là-dedans. On est prêt à faire la transition. J'ai l'impression que c'est tellement de passer du coq à l'âne avec les chars électriques. Là, on a mis tous nos œufs dans le panier du char électrique. Là, on se rend compte que, ouais, finalement, au niveau de l'exploitation humaine au Congo, puis des mines de cobalt, puis finalement, il y a des esclaves là-dedans. Puis ouais, finalement, le char électrique, c'est peut-être bien pratique, mais en climat nordique comme au Québec, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Puis en plus, c'est plus lourd un char électrique qu'un char à essence. Donc, les routes se défacent plus vite à cause du poids des voitures, mais on taxe les chars à essence à cause qu'ils scrapent les routes. OK, moi je dirais plus, OK, c'est quoi la meilleure manière pour faire la transition le mieux possible sans que ça enfantinnise la vie des gens? OK, OK, je t'arrête là. Oui. Tu es d'accord pour une transition? Oui. OK, on s'entend là-dessus. Absolument.
Parce que Le statu c'est quo pas est juste important. pas hey, ça va coûter plus cher pour prendre mon auto, donc il faut pas faire ci, il faut faire quelque chose. Absolument. Mais moi, mon point, c'est qu'il faut faire ça aussi globalement. Si les constructeurs d'avions, là, ils ont un congrès prochainement là, sur la façon de réduire les émissions, s'ils construisaient, et puis ils l'ont fait, Bombardier avait construit l'avion le moins énergivore, le plus respectueux de l'environnement, puis ils l'ont donné à Airbus. Mais quand même, cette technologie-là existe. Alors, plutôt que de te faire sentir coupable de prendre l'avion, mais là, c'est pas le Québec qui peut décider ça. Non, On non, peut c'est pas ça. dire aux avions qui atterrissent à Dorval, ben émettez moins. C'est le gouvernement américain qu'il faut qu'il décide ça. Absolument. Puis il faut que ça ait de réels impacts. Là, présentement, justement, on l'a vu dans les dernières semaines, le gouvernement du Québec a transformé sa flotte d'autobus scolaires pour des autobus électriques. Puis finalement, on s'est rendu compte que, ouais, en termes de réduction des GES, c'était plus du signalement de vertu, parce qu'en termes de CO2 sauvé, c'est plus des grenouilles, là, tu sais. Puis content, OK, c'est électrique, tant mieux, on ne virera pas à l'essence. Mais il faut que ça ait des vrais Mais impacts. qu'est-ce qu'on fait de bon? C'est ça. Là, on s'entend là, Oui, pour oui, dire absolument. que c'est plus gros que juste le Québec, là, ces histoires-là. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, le Québec, là? Bon. Par exemple, les éoliennes, là. Tu sais, il y a des gens qui sont contre les éoliennes, pas dans ma cour. Tu sais, c'est beau, les éoliennes sur une montagne, mais pas dans ma cour, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que vous êtes en train de me dire, on est des jeunes, on est conservateurs, on ne veut pas hyper taxer le monde, il faut qu'on ait le droit de respirer, mais vous reconnaissez que ça prend une transition pour aboutir à quelque chose de mieux que ça. Oui, absolument. Parce que vous autres, qui êtes là sur la planète, tout, on va être enterrés à ce moment-là. Alors, comment tu vois ça, là, à ce niveau-là? Dans le fond, comme je parlais de. Parce qu'on oublie souvent, en fait, que le Québec, il n'y a pas des frontières imaginaires, c'est que la pollution du Québec, si on est parfaitement vert, qu'on ne va pas avoir la pollution qui va venir d'ailleurs. Donc, comme je disais tantôt, juste exploiter nos propres sources, là, au lieu de les faire venir, je pense que ça pourrait tellement être une bonne solution. On a vu en Allemagne, ils chauffaient au charbon. Le gaz naturel. Le gaz naturel, c'est ça. Puis on a les gaz naturels, les mines, il y a plein d'affaires qu'on peut faire en respectant les populations locales, qu'on peut faire aussi en respectant les normes environnementales. Donc, je pense qu'il y aurait plein de solutions au lieu d'importer. Mais il y a des solutions comme, par exemple, à toi, il faut que je fasse venir quelque chose sur Amazon. Je me dis, gars, moi, je pourrais avoir été au magasin, puis avoir fait 7-8 magasins, avoir rempli 4-5 sacs, m'en venir chez nous, puis ils viennent aller-retour. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toutes des solutions molles. Tandis que quand Québec solidaire arrive et dit on taxe, la CAQ qui donne aux municipalités le pouvoir de taxer, dire bon, mais il y en a que ça coûtera 400-500$, leur immatriculation, maintenant on a le pouvoir de le faire, comme ça on aura l'excuse de sauver la planète, puis on aura 400$ de plus fois le nombre de véhicules qui vont être Mais est-ce que ça va immatriculés dans vraiment nos faire des poches. changements? Personnellement, laissez-moi en douter, là. Parce que j'ai l'impression que c'est encore une nouvelle manière aux municipalités de ramasser encore plus de Ah, fonds c'est pour sûr. justement. Parce que j'ai l'impression que, puis je vais retourner à ta question sur l'environnement, Denis, mais j'ai l'impression pour ce qui est des municipalités, je compare ça un peu, on dirait que dans les dernières années, surtout avec la nouvelle cohorte de maires, malgré qu'il y en a de moins en moins la quantité qui démissionne depuis la dernière élection municipale, j'ai l'impression que là, être élus municipaux pour une nouvelle génération, si on peut dire, d'élus, c'est plus assez fancy. Tu sais, moi, je comparais ça un peu, tu sais, les cartes au Costco, là. Tu sais, tu as or, platinium et diamant, maintenant. Mais là, mettons, le municipal, c'est le or, là. Puis le platinium, c'est le provincial, puis le diamant, c'est le fédéral. Là, j'ai l'impression que là, or, c'est pas assez. Puis là, justement, les municipalités sont comme, OK, là, on va aller au niveau de l'environnement, puis on va essayer de rentrer sur le palier du platine un petit peu, là, tu sais. Puis une autre aussi, là, on est important, puis tout ça. Puis je dis pas de rien faire pour l'environnement. Par contre, j'ai l'impression que là, la pyramide de Maslow est comme à l'envers. On a beaucoup d'enjeux au niveau, justement, on l'a vu avec le déneigement, on le voit avec la gestion de nos infrastructures, puis juste la bonne gestion des valeurs fondamentales que les villes géraient, juste s'occuper des égouts, puis des vidanges. Puis sinon, là, c'est pas assez fancy. Là, on est dans l'environnement, on est dans les conférences internationales, on est dans le logement, on est dans les couches lavables, on est dans les produits d'hygiène féminine. OK, les gens ont-ils voté pour ça? Moi, j'ai pas de problème si les gens s'ils se présentent en élection puis ils votent ça, les gens ils se font élire pour ça. Pas de problème. Vox Populi, Vox Dei. Mais pendant qu'on dilapide de l'argent là-dessus pour, encore là, j'ai beaucoup de signalements de vertu puis faire des belles annonces dans les médias, ben, nos infrastructures décrépissent, les services aux citoyens réels, il y en a de moins en moins, puis on dit, oh non, on n'est plus là, on est dans l'environnement. OK, mais je me dis, oui, le provincial s'en occupe, puis pour le fédéral s'en occupe. Pour répondre à ta question sur l'environnement, je pense que, un peu comme je l'ai dit tantôt, puis comme tu l'as dit absolument, c'est mondial à ce niveau-là, puis il faut que on ne réglera pas 36 millions de trucs. Le Québec peut faire, oui, sa part avec comme, les énergies renouvelables, aussi avec les énergies
fossiles comme le gaz naturel et le pétrole, même pas pour une question de le vendre. Des barrages. Tu es un ancien caquiste. Tu Ouais. été caquiste, vrai ou faux? Oui, pendant 2 ans et demi, oui. Oh, bon, et tu étais même président de la commission de jeunesse. Ben, président régional, en fait, de Chaudière-Appalaches, parce qu'il y a comme des sous-caucus des ailes jeunesse. En fait, je ne dirais pas que j'étais président de l'aile jeunesse, mais c'est ça, de Chaudière-Appalaches. Oui. Bon, M. Legault, il veut faire des barrages. Es-tu d'accord Ouais. avec ça? Oui, par contre, le problème, puis on a eu, il y avait eu un colloque dernièrement avec le PCQ, je ne veux pas nécessairement le plugger, c'est juste qu'on en a fait un l'année passée, puis il n'y a pas un média qui en a parlé, c'est que présentement, Hydro-Québec, leur mentalité, puis je comprends, au début c'est comme ça, c'est vraiment en mode, je ne veux pas être Elvis Gratton, mais think big. C'est vraiment les méga projets, les méga barrages, bien sûr, c'est logique, on va avoir le plus de nombre de kilowattheures possible. Mais des méga projets comme la Romaine ou comme la Grande, il n'y en a plus bien en termes de potentiel rivière au Québec. Mais des petits projets ou des petits projets moyens, il y en a des tonnes. Mais Hydro-Québec, ils ne veulent pas. Parce qu'ils disent non, c'est des petites affaires, c'est trop petit. Mais il faut voir qu'ils comprennent que c'est avec des scènes qu'on fait des pièces. Et il y a tellement de communautés autochtones dans ces régions-là qui aimeraient ça avoir des ententes avec Hydro-Québec pour, comme genre, gérer au niveau, parce que c'est leur terre, il ne faut pas se le cacher, pour avoir une partie de ristourne là-dessus, puis créer ces projets-là. Puis je pense qu'il y aurait moyen de le faire. Moi, ce qui m'écoeure, par contre, c'est quand je vois Pierre Fitzgibbon sortir des médias puis commencer à dire que c'est la faute des Québécois qui consomment trop d'électricité, alors que le gouvernement, en bon québécois, s'est assis derrière pendant 15 ans à ne pas construire de barrage, à ne pas s'occuper de son affaire Hydro-Québec. Après ça, nous dire que c'est notre faute parce qu'on consomme plus. Excusez-moi, mais il y aura M. Fitzgibbon, il faudra que j'y jase, là, parce que je trouve que c'est pas très intelligent. Ben, il y a C'est le pas le monde pour des caves, un peu. Il y a le fait qu'on a beaucoup signé de contrats avec des usines, puis on leur a donné notre électricité. Mais quand même, il n'y a pas tort de dire que si on lavait notre vaisselle, pise sur le on de ton lave-vaisselle à minuit le soir, ça fait pas Ça, c'est pour ceux qui ont les lave-vaisselle avec chronomètre. La vaisselle dernier cri, il ne faut pas se le cacher. Puis, faut pas... Ben, tu te couches à 10 heures, tu ne pas à 10 heures. Non, ce que je veux dire, il y a moyen. Il ne faut pas que tu déresponsabilises l'individu non plus. Non. Même pas dire que c'est la faute de tout le monde. Non. D'autres aussi, on peut changer les choses. C'est juste qu'à un moment donné, moi, j'ai pas de problème que le gouvernement nous dise, hey, pour le bien commun, si on peut dire ça comme ça, il faut faire notre part. Mais ce qui m'écoeure, c'est voir sur Grande Allée à Québec des bureaux comme celui de la RAMQ ou n'importe quel bureau de fonctionnaire gouvernemental, que les lumières sont allumées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puis on nous parle de pénurie d'électricité. Moi, je me dis, OK, gouvernement, tu veux que la population fasse sa part, parfait. Commence par faire la tienne, montre l'exemple, puis après ça, on va te suivre. Pas faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, là. Parce que j'ai l'impression que c'est ça. C'est que là, on s'est assis sur le derrière. Ah, finalement, il fallait faire des barrages. On manque d'électricité. On a fait des mauvaises décisions. Comme tu l'as dit, on a vendu trop à rabais aux Américains. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aurait peut-être, je ne sais pas, commencé à construire des barrages? Oui, mais il est un peu trop tard. Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, il faut demander aux Québécois de couper parce qu'on n'a pas fait notre job. Mais pas à faire des éoliennes aussi, des panneaux solaires, des choses. Ça, c'est des énergies complémentaires. Mais il ne faut pas mettre, contrairement à Paul Saint-Pierre, contrairement à Paul Saint-Pierre, ça ne sera pas le centre de notre affaire. Non, c'est ça. Surtout les éoliennes, c'est qu'on oublie, c'est que les turbines là-dedans, il faut les changer aux 20 ans. C'est rempli de terres rares que justement, en tout cas au niveau de la qualité humaine pour trouver ça dans les pays d'Afrique, c'est plus tough. Et aussi, quand c'est le temps de la changer, ou les palmes, c'est pas biodégradable pour qu'ils les enfouissent. Puis ça, c'est sans compter la pollution visuelle, puis les animaux, les oiseaux qui sont tous avec ça. Fait que je pense que oui, il y a une possibilité d'avoir des éoliennes. Je ne suis pas anti-éolienne du tout, ou hydrolienne, ou peu importe. Mais commencer à dire qu'il faut tout mettre des panneaux solaires, puis il faut tout mettre des éoliennes, surtout que je me rappelle très bien, Michel Morin, d'une certaine époque, il a fait tellement de reportages là-dessus. Sur Michel Morin! Michel Morin! Ouais. À quel point les éoliennes de la Gaspésie ont vendu notre électricité à perte, puis c'était plus pour créer une genre de nouvelle industrie. Puis je suis content pour les Gaspésiens, mais en bout de ligne, on ne va pas trouver les résultats. Okay. OK, mais on est d'accord qu'il faut faire quelque chose en transition. C'est sur les moyens que vous n'êtes pas trop d'accord avec ce dont on parle habituellement. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle d'éducation. Oui. Parce que ça, c'est fondamental au Québec. Ça, c'est j'allais dire une compétence provinciale, mais c'est aussi une ressource provinciale. Parce que les jeunes, vous êtes une ressource. Puis vous êtes encore à l'école. Vous connaissez ça? Ben, presque plus. Presque plus. Ça fait pas longtemps que ça fait pas longtemps. Puis toi, tu es encore à l'école? Oui, ouais. Donc, vous savez plus comment ça se passe que moi. Moi, j'ai mon avis, mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas été à m'asseoir sur un banc d'école. Qu'est-ce qu'on fait avec notre système? Parce que juste avant de parler d'éducation, tu es déçu, toi, de M. Legault, là. T'as claqué à la porte. Donc, parce que c'était son point le plus important qu'il voulait défendre. Donc, tu ne l'as pas trouvé bon. Non, mais par contre, je vais être honnête, je ne mettrais pas 100% de la faute sur le gouvernement Legault. Oui, il y a une part de la faute là-dedans, mais je pense que c'est vraiment
aussi les gouvernements précédents. Ça a vraiment été fait sur le... Toi, c'est la pandémie que tu n'as pas aimé avec Legault, non? Oui, puis aussi, c'est ça, disons que j'avais certains collègues de la jeunesse caquiste, disons que c'est ça. Certains n'aimaient pas parce que, comme tu Pourquoi? vois, j'ai une grande gueule puis je dis ce que je pense. Ils n'ont pas des grandes gueules, eux autres? Ah, ben c'est ça. Ben, disons qu'il y a un certain narratif autorisé, puis si tu sors un peu de ce carcan-là, ils préfèrent que tu te taises. Narratif, ça veut dire quoi, ça? Bon, ben, Quand j'entends narratif, là, ça veut dire qu'il y a un complot. Non, peut-être pas à ce point-là, mais simplement que moi, pour être bien franc, j'ai été respectueux envers tout le monde. Simplement que des fois, j'avais certaines politiques qui n'étaient pas nécessairement qui étaient celles du parti, mais que je voulais débattre. Je voulais seulement Mais parler. ça doit être la même chose avec les conservateurs. Tu ne vas pas Ben, tout en être ce moment, d'accord on est avec beaucoup Éric, ouvert- quand même. Ben oui, mais pas surtout, mais si on en jase, puis tout ça. Puis tu es Mais, capable de dire à Éric Duhem, là, tu es dans les patates, puis tu n'étais pas capable de le dire à François Legault. ben, sinon, je ne le voyais pas souvent, François Legault. Non, mais dans les instances, là. Oui. Mais c'est ça. Fait que ça a un peu cassé là-dessus. Mais pour revenir à sa question de l'éducation, je pense que ça a vraiment commencé. Puis moi, j'ai une génération, je suis né en 94. Puis j'ai l'impression qu'avec ma génération, celle des années 2000, il y a eu beaucoup d'accents, beaucoup d'efforts pour, OK, là, le but, là, c'est que tu ailles à l'université. On a vraiment focusé sur les hautes études, les hautes instances. Il faut que tu ailles à l'université, il faut que tu aies un diplôme universitaire. Et d'un autre côté, on a beaucoup focusé sur les filles à l'époque, puis ça a très bien fonctionné. Il y a eu le programme Chapeau les filles au provincial, puis il est encore là d'ailleurs, il fonctionne très bien. Mais de un, l'effet que ça a fait, c'est qu'en mettant toutes nos ressources d'un côté, puis on a délaissé nos garçons, justement, puis regarde, je suis moi-même un décrocheur scolaire. J'ai fait un retour aux études par après, mais j'ai décroché de l'école. Ça décroche beaucoup plus chez les petits gars. Exactement. Et aussi, justement, en focusant trop sur les hautes études, on a délaissé la formation professionnelle. Même, je me rappelle à l'époque, j'étais en secondaire 2-3 et j'ai des anciens collègues élèves qui étaient là, puis que eux autres, ça allait moins bien, tu sais, c'est sûr, ils ont dû doubler certaines matières. Puis finalement, on a dit, ben, tu devrais-tu aller en un DEP, en soudure, en mécanique auto. Puis à l'époque, c'était vu comme un échec. C'est comme, ah, t'as-tu vu l'autre, il s'en va dans un DEP en mécanique auto, tu as vu que pas assez intelligent pour finir sur le secondaire. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, il y a des gars dans la construction qui gagnent plus cher que des médecins. Puis on a besoin de soudeurs. Fait que j'ai l'impression que ce que ça prendrait pour ce qui est de revaloriser l'éducation, c'est une revalorisation de la formation professionnelle. Et également, si possible, parce que j'ai fait vraiment mon cégep aussi, puis je voyais que j'appelle pas ça un filtre, mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de techniques au collégial, qu'il y a très peu de jeunes dans les classes, parce que souvent, ils sont bloqués au DEP, au secondaire, puis vu qu'ils n'ont pas leur DES... OK, parce qu'ils n'ont pas eu leur diplôme de secondaire. Alors que autant on a des techniques agricoles ou au niveau de la biochimie ou whatever, moi, j'ai fait mon cégep à Il faudrait que ce soit plus facile pour quelqu'un qui avait de la difficulté, mettons, en français, en anglais et en maths, mais qui puisse performer en technique au cégep. C'est ça, il pourrait avoir un genre, un peu comme dans les universités ou dans les cégeps, un genre de diplôme d'études secondaires, mais plus genre option compagnonnage, c'est plus dans le manuel, Bon, plus c'est une bonne idée. Tu sais, parce que justement, il faut pas... On essaie tous de mettre tous les jeunes dans le même moule, puis on est tous différents. Mais si tu fais ça, là, tu parlais des jeunes filles là, qui sont hyper performantes Absolument. à l'école. Good for her! En médecine, il y a plus de femmes Absolument. que de gars. Même en droit, tu es en droit. Là. Mais là, je vais commencer en droit. On va commencer en droit. Ouais. Il s'est rendu qu'il y a plus de filles là-dedans aussi. Ben oui. Est-ce qu'on ne risque pas, avec ta vision des choses, d'avoir les jobs d'universitaires requises, ce serait pour les filles? Puis les gars vont aller faire de la soudure? Ben, je pense pas que ça va nécessairement faire un si gros déséquilibre que ça. Là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde. En fait, j'ai beaucoup d'amis, filles et gars confondus. Là, qui... Est-ce qu'elles seraient intéressées, tes amis de filles, à devenir maçons ou Ben, je sais pas spécifiquement ça, mais je sais qu'il y en a qui sont intéressés par des DEP plus en photographie, par des affaires comme ça qui ont trouvé. Puis que c'était pas... tu sais, ils se disaient peut-être, OK, ouais, c'est peut-être pas c'est pas assez valorisant ou tout ça. Puis finalement, tu te dis, c'est ça que tu aimes faire dans la vie, que tu es bonne là-dedans, tu en as besoin. Là, tout ça, Il ne faut pas s'oublier, faut pas oublier non plus que, autant que le programme Chapeau les filles, c'était ça, c'est donner des bourses à des femmes ou des jeunes filles qui sont dans des domaines majoritairement masculins. Il faudrait un équivalent, il faudrait Chapeau les gars aussi, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il ne faut pas se le cacher, autant que bien sûr, il y a toujours des exceptions, j'en ai connu grand, mais c'est ça. Les gars ont plus tendance à s'intéresser aux choses et les femmes ont plus tendance à s'intéresser aux humains, aux autres. Fait, autant que je pense que des universitaires hommes, il va en avoir aussi, mais je pense que c'est vraiment donner l'opportunité aux gens qui sont plus manuels à justement faire plus nécessairement des hautes études, se rendre au collégial et d'être valorisés, parce que présentement, on a mis tout... Là, c'est drôle parce que là, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, avec ChatGPT, là, on se rend compte que c'est pas les jobs d'école bleue qui vont perdre, c'est l'école blanc. Ouais. Ben, Fait que là, on a mis tous nos œufs au niveau des hautes études. Finalement, ça se peut que ce soit ces jobs-là que l'intelligence artificielle va voler, alors que justement, changer ton thermostat ou frigoriste, c'est pas... Mettre de l'huile dans l'ordinateur qui décide. C'est ça, c'est pas ChatGPT qui va le faire. Fait que je pense qu'il faut vraiment rééquilibrer ça.
Et au niveau de l'éducation, je pense qu'au Québec, on vraiment on aurait les moyens de le faire. Puis j'invite le ministre Drainville à emboîter le pas là-dessus, parce que je pense qu'on est réellement dû. Là. Mais qu'est-ce que vous pensez des universités? Actuellement, là, on le voit, il y a des manifestations. Ouais. Littéralement, c'est plus des manifestations, c'est des campements là, devant les universités en rapport avec ce qui se passe en Palestine et à Gaza. Et il y a aussi la philosophie woke, c'est-à-dire qu'on veut... Puis moi, je la misère à prendre woke parce qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. Il y en a un qui dit woke, puis l'autre dit le woke, puis c'est pas pantoute la même affaire. Mais il y a quand même cette espèce de philosophie de cancel culture, de dire, bon, toi, tu penses pas comme moi, là, t'es out. Ou t'as dit, ou t'as pensé des choses, t'es out, t'as pas d'affaire à être là. Comment vous voyez ça? Parce que c'est sûr que vous êtes jeune, vous voulez faire passer vos idées, vous avez des idées plus conservatrices que certains, mais est-ce que ceux qui ne pensent pas comme vous autres, vous êtes prêts à les canceller? Comment vous voyez ça, la cancel culture? C'est une bonne affaire pour vous autres parce que ça n'existait pas quand j'étais jeune. Non, mais bien au contraire, là, c'est ça qui est le fun aussi de voir qu'il y a différents points de vue. C'est le but, dans le fond, aussi, avec Génération Ambition. On voulait permettre plus de débats parce qu'on voulait que les jeunes plus de droite, il y ait aussi une voix, puis qu'ils puissent aussi débattre de leurs idées, puis qu'ils sentent qu'ils ont un groupe aussi. Il n'y a pas beaucoup de groupes de droite là, sur les campus. En tout cas, j'en ai pas vu énormément. Là. Donc, est-ce que tu serais gêné de parler à l'université de ça? Non, j'ai des amis. Est-ce que tu n'aurais peur d'avoir des tomates ou de te faire dire « Hey, on ne veut pas te parler? » ou... Non, je pense pas. Je pense que c'est quand même un milieu assez... c'est ouvert, c'est très... je trouve que il y a beaucoup de gauchistes, mais je pense qu'ils sont quand même assez ouverts à entendre plus d'autres points de vue. Toi? Non, mais en fait, c'est un des bons côtés du Québec. Autant c'est ça, on a des mauvais côtés, mais on a des bons côtés pareils. La surpolarisation des campus américains, on a beaucoup moins ça ici. La langue, certains diraient la barrière de la langue nous a un peu protégés de ça. Puis, regarde, pour une fois que ça nous protège de quelque chose d'une bonne affaire, on va le prendre. Mais autant ça commence tranquillement à nous rattraper. Non, mais c'est surtout que ça devient le centre de la conversation. Par exemple, la théorie des genres. Ouais. Aux États-Unis, dans les universités, ça s'ostine là-dessus. Là, savoir, est-ce qu'un homme est un homme? Est-ce que les trans ont les toilettes? C'est juste des débats de toilettes, à un moment donné, ça prend toute la place. Comment vous voyez ça? Vous êtes en contact avec... tu me disais que toi, t'es gay. J'ai la gay card, j'ai le droit d'en parler. Ah, t'as le droit d'en parler. Non, mais ce que je veux dire... Mais comment tu vois ça? Justement, parce que moi, je trouve ça... incompréhensible que ce soit le centre de la discussion politique qu'on soit en train de nous parler. Ouais, mais là, tu as le vocabulaire inclusif ou pas. Tu sais, c'est toutes des affaires très, très secondaires qui deviennent importantes dans le domaine. Je pense que c'est multifactoriel. Premièrement, parce que je trouve ça drôle, des fois, beaucoup de chroniqueurs nous disent « Ah, les gens plus à droite ou les conservateurs, peu importe, ils reprennent les débats qui sont faits ils reprennent les débats américains. » Mais non, c'est souvent des gens plus de gauche qui commencent ces débats-là, et souvent, c'est les gens plus à droite qui réagissent, mais on blâme les gens à droite de réagir à ce que la gauche a fait. Trouvez-là. Mais pour ce qui est de la question du mouvement LGBT, personnellement, j'ai une assez forte critique dessus, parce qu'autant je suis ouvertement gay, puis je sais que je suis dans une société extrêmement ouverte au Québec là-dessus, puis j'en remercie, puis je sais que je suis assis sur les épaules de plusieurs générations de gays, lesbiennes, bisexuels, trans avant moi, qui ont fait la grosse job, puis ont travaillé fort pour que je me fasse pas traiter de tapette aujourd'hui, puis que je sois traité comme quelqu'un comme tout le monde, puis je les en remercie énormément. Par contre, moi, j'ai suivi beaucoup ça, ce sujet-là, autant aux États-Unis qu'à travers le monde, et ça a vraiment commencé depuis moins de 10 ans. Je me rappelle, en 2015, c'était encore juste LGBT. Encore là, c'était compréhensible, même pour les gens qui n'étaient pas nécessairement dans cette communauté-là. Mais là, LGBTQ2+, comme on dirait dans notre podcast, Barbecue W40. À un moment donné, ça m'a dit, comme un des profs que je suivais beaucoup, John Corvino, qui était lui-même gay, qui est professeur à la Mercer University à Chicago, ça commence à être long à écrire sur un T-shirt. Oui, bien plus que ça, c'est que tu veux t'intégrer. La génération dont tu parles, les militants gays là, qui ont mon âge, là, ils ont milité, puis ils ont réussi à faire avancer les choses. Christian Dufour, que je respecte beaucoup d'ailleurs. Mais ce qu'ils voulaient faire, eux autres, là, c'est de se faire accepter comme des citoyens. Absolument. Puis de faire partie de la masse. On est dans la gang, puis flagre-moi à paix avec mes orientations sexuelles. Là, on les décline. Plus on les décline, plus tu rajoutes une lettre, là, plus ça veut dire on perd du monde. C'est ça, là, tu perds du monde, mais ce que je veux dire, tu facilites pas l'intégration si tu creuses juste un Q, un B, un C. C'est juste en train de stigmatiser encore plus, dans le fond. Exactement. On fait l'inverse, parce que le meilleur exemple que je compare le mouvement, parce qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, l'objectif, à un certain moment donné, c'est qu'on n'ait plus besoin de militer. C'est qu'on était justement, on est rendu comme tout le monde. Oui, justement, il fallait continuer pour les nations en Afrique, en Asie du Sud-Est, où c'est qu'ils lapident les gays encore aujourd'hui, ils sont encore très intolérants. Mais j'ai l'impression
que le mouvement LGBT, comme bien d'autres, ont vu que, dans l'époque où c'est qu'on vit, être victime, tu as du pouvoir en maudit. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Et une scène d'un film typique qui me fait souvent penser à ça, c'est dans Forrest Gump. Tu sais, Forrest court dans le match de football, puis il court jusqu'à la ligne des buts. Puis quand il traverse la ligne des buts, il continue de courir. Fait que c'est un peu ça, c'est comme si on s'est rendu à l'égalité, puis au lieu de dire parfait, on s'assied sur nos acquis, puis on aide les autres. Non, on continue, ça prend des drag queens des écoles, puis LGBTQ2+, nanana. On est perdu. Puis ce que j'ai l'impression, puis je trouve ça fort dommage, et je le décris souvent pour ceux qui me suivent sur Twitter, c'est rendu que, puis je sais que Christian Dufour en avait parlé il y a plusieurs semaines, c'est qu'on est rendu, on est rendu que le mouvement se tire dans le pied. Parce que des nations dans le monde, comme justement des pays plus intolérants, en Afrique ou peu importe, ils voient ce qui se passe en Occident, puis ils se disent, hey, ils sont en train de débattre à savoir un homme, une femme, c'est une femme, puis un homme, c'est un homme. Ça ne leur donne aucunement le goût de vouloir être plus ouvert envers les LGBT ou les gays ou les lesbiennes. Tu sais que c'est un clou sur lequel frappe Poutine quotidiennement. Absolument. C'est une gang de dégénérés parce qu'ils sont toujours en train de se chicaner ce genre-là. Je ne dis pas qu'il a raison, il était tolérant, mais c'est vrai que ça n'envoie pas le bon message. Et Christian Dufour avait dit, je ne me rappelle plus sur quelle tribune, il dit, moi, je vais souvent au Maroc, et c'est rendu que la communauté gay du Maroc refuse de brandir ou d'utiliser le drapeau arc-en-ciel parce que c'est rendu un symbole de la décadence de l'Occident. On se tire dans le pied. J'ai vu un sondage récemment du American Survey Center, les générations Z, les plus jeunes, ceux qui sont nés après les années 2000. C'est la première génération qu'en 2 ans, de 2022 à 2024, le taux d'approbation pour le mariage gay a baissé. Il a baissé de 11 On était à 80 quelques %, on est rendu autour de 71. La première génération. Fait que j'ai l'impression qu'à un moment donné, en poussant trop, sans que les gens prennent le temps de suivre, puis d'arriver, puis de comprendre tout ça, puis de dire non, là, ça prend les drag queens, puis de ci, de ça, j'ai l'impression que l'effet négatif que ça crée, c'est qu'on est en train de créer une nouvelle forme d'homophobie, une nouvelle forme d'intolérance qui n'était pas présente dans ma génération et ceux qui m'ont suivi, et qui est nouvelle parce que c'est rendu que c'est partout. C'est pas qu'on ne veut pas être tolérant, c'est pas qu'on ne veut pas être ouvert, c'est juste que c'est tellement rendu partout puis rentré dans la gorge de tout le monde, dans de manière figurative, c'est qu'à un moment donné, on est à bout. Et c'est rendu qu'en poussant trop fort, c'est qu'à un moment donné, vous allez vous tirer dans le pied. Puis il y a des nations, c'est pas, excusez-moi, puis autant que j'en connais des personnes trans, puis je dis pas que les personnes trans existent, ils existent bien évidemment, il faut les protéger, il faut les respecter, mais excusez-moi, mais c'est pas avec les drag queens qui méritent d'exister aussi. Mado Lamotte dans son cabaret, je l'adore, j'en ai vu des shows de drag queens. J'ai fait une entrevue avec Mado, puis elle n'était pas capable de me dire ce que les GPD rendus à Q, puis 2, oh, elle ne sait pas. Elle fait partie de la vieille garde, elle, Mado. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. C'est ça, fait qu'à un moment donné, on perd le fil. Même moi qui fais partie de ça, je ne les connais pas toutes. T'sais. Sauf que, comme parent, là, quand tu as des enfants, peu importe ce qu'il y a avec ton enfant, son orientation sexuelle, son genre et tout ça, là, tu l'aimes. Et donc, comme tu essaies de comprendre ta société comme un père de famille ou une mère de famille, tu te dis, bon, ben, si mon enfant est comme ça, il faut que je l'accueille. Il y a des gens comme toi, tu dis, je suis gay. Mais il y a des gens, c'est moins évident, là. Tu sais, les non-binaires, moi, j'ai la difficulté à comprendre c'est quoi non-binaire, mais je peux comprendre que des parents qui ont un petit garçon, une petite fille comme ça, on est ouvert maintenant à ces idées-là. Maintenant, il s'agit de savoir comment on compose avec ça. Comment tu vois ça, toi? Moi, je n'ai pas de problème que les gens soient ce qu'ils veulent. Honnêtement, j'ai aucun problème avec ça. Mais comme Joey dit, ça va loin un peu. Là, c'est rendu que sur les portes de tous les commerces, c'est écrit qu'on accepte, on vous accepte avec le petit drapeau. Là, tu te demandes, OK, mais où est-ce que c'était dit qu'on les acceptait pas? On a ça, j'ai jamais vu ça, moi, ces pancartes-là. Non, il y a des petits collants collés sur plein de portes de commerce. Là. À un moment donné, ça a commencé à être ça un peu partout. Tu en as vu plusieurs. Oui, un peu. C'est surtout aux États-Unis aussi, parce que dans certains États du Sud, bien évidemment, il y a encore une certaine recrudescence à ce niveau-là. Mais c'est ça. Puis surtout, il ne faut pas se le cacher. Autant que je ne suis pas un expert de la question trans, bien que je sois gay, puis c'est pas nécessairement la même chose, mais il ne faut pas se le cacher non plus. Autant on veut vraiment pousser sur la question de l'acceptation, puis de la tolérance et l'anti-homophobie, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est vraiment dans une science nouvelle. Tout ce qui est la transition de genre, ou peu importe, on le voit dernièrement, les pays scandinaves, qui ne sont pas des pays de droite non plus, c'est des pays très social-démocrates, ont retiré les traitements hormonaux pour les enfants de moins de 18 ans. La Colombie-Britannique, le Royaume-Uni, pardon, a fait une commission d'enquête royale récemment qui a déposé son rapport puis a fait la même chose. D'ailleurs, une Américaine qui milite beaucoup, là, tu sais, je me souviens plus d'une jeune fille qui est devenue un jeune homme ou vice-versa, mais c'était une opération irréparable qu'il a eue plus jeune.
Puis il poursuit les autorités de l'hôpital en disant, vous n'auriez pas dû me faire ça. C'est pas bon. Mais la réalité est donc plus compliquée. À droite ou à gauche, vous êtes ouvert à ça, parce que on est ouvert à ça, mais c'est quoi la différence donc entre la gauche puis la droite? Si vous êtes ouvert. Ben, c'est multifactoriel. On n'est pas. Parce que on dit souvent qu'il y a une gauche économique, une droite économique et une gauche sociale et une droite sociale. Bien sûr, moi, étant ouvertement. Donc, tu pourrais être avec quelqu'un de Québec solidaire, tu t'obstineras pas là-dessus. Là. Non, parce que je suis mais lui, il va dire, hey, les non-binaires, il faut que tu les aides aussi, puis il faut que tu aides les queers, puis. Je suis prêt à ça. C'est juste qu'à un moment donné, sachant que justement, il y avait un article il y a quelques années qui parlait de la BBC qui disait. C'est rendu que 200 sortes de gens, puis on peut s'identifier aux saisons qui passent. Là, je suis comme... À un moment donné, ça commence à être trop loin. Là. À un moment donné, il y a vraiment... Je ne veux pas être méchant, je sais qu'il y a des identifiants qui sont réels, mais à un moment donné, c'est sûr qu'il y a une bâche là-dedans que c'est made-up. Je ne veux pas être méchant. Traitez-moi d'homophobe alors que je suis ouvertement gay si vous voulez. Là. Vous viendrez me débattre sur ça, mais je pense que vraiment que... Si tu veux te sentir bien avec un certain terme ou quoi que ce soit, j'ai pas de problème. C'est juste que changer 100% de la société au grand complet autour de toi, alors que tu es une minorité d'une minorité d'une minorité, puis on vit dans je prends l'exemple du Québec, on est dans un des endroits les plus paradisiaques en termes de liberté des gays homosexuels, c'est un paradis, les gens nous acceptent énormément. Mais OK, là, je veux t'arrêter. Oui, vas-y. Parce que même j'ai vu encore sur Twitter ce matin une femme qui manifestement est de droite, puis elle dit, moi je quitte le Québec, parce que le Québec c'est épouvantable, c'est la dictature, la pandémie ça a été épouvantable, tout est épouvantable. Croyez-vous qu'on vit vraiment dans un pays épouvantable? Moi, à mon sens, là, si tu as atteint un degré de découragement comme ça sur le Québec, je comprends que ça marche, mais vous, aux États-Unis, ça marche croche. En France, ça marche. Le système parfait, il n'existe pas. Non. Mais de là à faire du Québec un endroit duquel tu te sauves parce que c'est dictatorial, il me semble que c'est fourré. Mais il y a des gens de droite qui ont quand même cette vision-là. Certains, c'est pas de majorité. Mais on a une belle vie au Québec quand même. Quand même, mais le problème... Bon, on est bien. Généralement, mais on a beaucoup de problèmes aussi, c'est ça l'affaire. Okay. Parce qu'en fait, c'est qu'on. C'est un peu, ça revient un peu à la. Je ne suis pas trop dans cette idéologie-là, mais c'est un peu à la fameuse expression né pour un petit pain. J'ai l'impression qu'on accepte ce qu'on a, mais j'ai l'impression qu'on pourrait aspirer encore mieux. Mais ça, je te dis, améliorer, puis moi, je suis d'accord. Puis la droite dit, regarde, c'est le chemin qu'on va prendre, on va baisser les impôts, puis on va rapetisser l'État, puis OK, on va être mieux. Non, mais disons, puis la gauche qui dit, non, il faudrait étatiser. Puis, bon, ça, c'est les moyens, mais le but, c'est d'améliorer notre société, mais une société qui n'est pas l'enfer. C'est pas vrai que c'est l'enfer. Moi, quand j'entends ça, ça me met le feu au cul, parce que l'enfer, là, il faut aller voir. Quelqu'un qui voyage à moindrement, là, il voit qu'on n'est pas dans l'enfer. Par contre, le Québec et le peuple québécois en général, puis là, c'est toute idéologie confondue, selon moi. C'est vraiment gauche-droite. Sachant qu'on est justement un peuple minoritaire francophone en Amérique et qu'on a notre historique de ce peuple conquis, on peut aller très loin là-dessus, j'ai remarqué qu'on avait quand même, puis on le voit au niveau des politiques publiques, puis de peu importe le parti politique, on a vraiment, au Québec, on a vraiment une peur du risque. J'ai l'impression qu'on est très, puis c'est correct, on a un peu plus pantouflard, puis c'est correct. C'est ça serait amélioré chez nous. C'est ça, on est dans nos habitudes, puis chaque peuple a ses critères, puis a ses critères à lui. Mais j'ai l'impression que justement, quand ça nous arrive, que des fois, on se trompe, qu'on fait des erreurs. Mais on dirait qu'au Québec, c'est anathème d'oser admettre qu'il y a un problème. J'ai l'impression, puis on en parlait tantôt au début, quand on parlait du modèle québécois, puis on n'osait pas remettre en question. C'est un peu comme les alcooliques anonymes. Première étape, il faut admettre que tu as un problème. J'ai l'impression que dans plein d'aspects de nos vies, autant au niveau du gouvernement, puis dans plein d'autres trucs, on n'est même pas capable d'admettre qu'on a un problème. Un exemple classique, l'histoire du choix du stade olympique. Au lieu de dire que, OK, moi, personnellement, autant que je ne suis pas un gars de Montréal, je me dis, OK, personnellement, moi, je garderais la flèche, parce que oui, c'est un symbole emblématique, puis pourquoi pas. Mais le stade, on voit qu'il est scrap. Puis au lieu de vouloir dire, OK, oui, on a mis beaucoup d'argent là-dedans, à un moment donné, il faut que ça cesse. Oui, ça se peut qu'on ait perdu, à un moment donné, il faut que ça arrête. Non, on continue, on réenchérit, puis on réenchérit. Même chose pour la santé, ça ne fonctionne pas. On rajoute de l'argent, on rajoute de l'argent. C'est ce qu'ils appellent en économie le sunk cost fallacy. C'est comme, t'as tellement mis d'argent que tu ne peux pas t'admettre que tu as perdu, donc tu continues à en mettre. Puis c'est ça, mais il y a un moment, moi, au début, là, quand ça a commencé à aller mal, c'est-à-dire 2 ans, il est en train de le construire, ça allait mal. Mais à un moment donné, c'est vrai que j'ai raisonné comme ça, moi, puis je me disais, bon, il faut le sauver, c'est l'emploi, etc.
Mais là, on a remis encore 100 millions, puis 300 millions. Puis il arrive un moment, moi, j'ai atteint ce niveau-là, comme toi, j'ai atteint le moment de dire, bon, ben, coudonc, mettez donc une bombe là-dedans, puis il se plaint. Non, mais ce que je veux dire, Même c'est que chose ça avec la... n'a plus de fin, là. Même- Ça fait longtemps, là. Ah oui, C'est puis ça. puis ça, c'est un exemple, un autre exemple aussi. Puis je pense qu'il y a plusieurs, à plus à droite, qui ont critiqué. Puis je pense que c'est nécessaire. Il n'y a pas eu de, mais pas de mea culpa, mais nécessairement de commission de retour sur la gestion de la pandémie. Qu'on soit d'accord ou pas, si on était pour les mesures sanitaires ou non, c'est pas ça le point. Mais c'est une crise sans précédent qui a choqué le Québec, on est tous d'accord avec ça. Mais que le fait que le gouvernement, par simple attrait, du moins, ils ne veulent pas toucher à ça parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas très bons dans les sondages présentement. Le fait qu'on ne fasse pas de, justement, on se regarde dans le miroir, qu'est-ce qu'on a fait? On ne fait pas une commission d'enquête indépendante. OK, qu'est-ce qu'on a fait de bon? Qu'est-ce qu'on a fait de mieux, justement, pour se préparer à ce que si ça arrive dans le futur, de ne pas faire les mêmes erreurs? Non. Tu sais, on se rappelle de M. Legault durant la campagne électorale, et Mme Dlabose qui était venue l'interpeller, puis il parlait de la pandémie, puis ça faisait juste 6 mois que les dernières mesures étaient tombées, puis il avait dit c'est des vieilles histoires là que vous me parlez. Là, tu sais. J'ai l'impression que c'est un peu ça au Québec. C'est comme ah, c'est arrivé, puis on n'en parle plus. Ouais, mais autant que je dirais jamais que François Legault est un dictateur ou quoi que ce soit, mais il faut quand même admettre qu'il y a eu une tendance beaucoup plus autoritaire qui s'est créée durant la pandémie. Il y a eu des grosses erreurs. Vraiment beaucoup, autant au niveau médiatique qu'au niveau politique. Et aujourd'hui, c'est comme non, c'est jamais arrivé. Oui, on a 2 ans qu'on était enfermés chez nous, puis après ça, c'est comme si ça ne serait jamais arrivé. Mais au contraire, il faut admettre. Si on n'est pas capable de reconnaître nos erreurs et d'y en apprendre, on risque de refaire les mêmes. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on oublie. Parce que justement, vu qu'on est un peuple minoritaire en Amérique, on a comme cette mentalité-là que non, on est des Québécois, on est francophones, on est tout seul, il ne faut pas se permettre de chicaner entre nous autres. Donc, il faut comme jamais admettre qu'on a fait des erreurs. Il faut tout en dire qu'on est bon partout, dans n'importe quel domaine, alors que oui, on est bon dans plein de domaines, mais il y en a d'autres qu'on n'est pas bon aussi. Puis il faut justement, si on veut être meilleur dans ces domaines-là, il faut admettre qu'on fait des erreurs. Mais le gros de l'erreur de la pandémie, il avait été fait avant. La journée qu'on a appris pendant la pandémie, qu'on était, je pense, c'est 45e en termes de lits disponibles pour soigner le monde. Ouais. J'étais tombé sur le cul. Ah ouais. J'étais sûr qu'on avait un des meilleurs systèmes au monde. Puis on disait, la France, ils ont 2 fois plus de lits que nous autres. 2 fois plus! Arrête donc! Puis on était... Et c'est ça que... Alors, ils se mouraient de peur parce qu'ils voyaient... Moi, je connaissais quelqu'un qui était anesthésiste. Puis il disait, ça n'a pas de bon sens ce qui est en train d'arriver. C'est que... on avait gelé tout le système. Et là, on est en train d'opérer du monde. On les ouvre, puis on les referme, puis il n'y a plus rien à faire avec. Il n'y a aucune autopsie qui a été faite. Non, mais c'était pas juste à cause du virus. C'est que le virus, le fait qu'on remettait à vitam aeternam tout ce qui avait à être fait. Alors ça, bon. Ça, il faudra en refaire le procès, mais je veux terminer en parlant de la langue. Ça fait 3-4 fois que tu le dis. Ça, au Québec, c'est quelque chose qui nous détermine, la situation linguistique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Vous autres, les jeunes, vous parlez tous anglais maintenant, puis le PQ qui reprend du galon a tendance à dire, bon, ben, on est en danger, les francophones, parce que les jeunes sont surtout versés vers l'anglais. Qu'est-ce que tu dis? Ben, je pense que le français, ça fait partie de notre culture. Là. Je pense que c'est... C'est nous autres. Oui, c'est ça. C'est ce qui nous différencie. C'est ce qui fait aussi que le Québec, on est nous. En fait, ça fait partie, tu sais, les langues, ça définit un peu les mentalités aussi parce que les mots sont pas pareils d'une langue à l'autre, donc c'est pas les mêmes définitions. Puis ça définit beaucoup aussi notre mentalité, je pense. Donc, je pense, pour moi, c'est quand même important qu'on protège le français, mais pas nécessairement non plus au détriment de l'anglais ou au détriment des gens. Tu sais, il y a des... Là, t'as pas le droit d'aller dans une école nécessairement anglophone, à moins de remplir certaines conditions. Oui, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est... Je pense que ça, c'est quand même un problème qu'on a au Québec. On manque beaucoup de liberté là-dessus. Et surtout, que ce que je trouve un peu spécial, si on prend le Parti québécois, parce que tu en as parlé, justement, là, il faut enlever, il faut mettre la loi 101 au cégep. Toutes les politiques linguistiques reliées aux jeunes, ça cible pas les communautés anglophones ou allophones. Je trouve que ça donne des coups de jarnac des jambes des francophones. Parce qu'on peut dire, ah, mais là, vous allez apprendre l'anglais pareil. Ouais, mais je peux te confirmer que c'est pas au secondaire que je l'ai appris l'anglais. Puis je pense qu'il y a beaucoup qui vont là, et il y a aussi des anglophones qui vont dans des cégeps ou des universités francophones pour parfaire leur français. J'ai vu, comme tout le monde, les articles de l'OQLF qui parlaient récemment que, ah, wow! Je trouve ça un peu drôle, les gouvernements ils viennent de se rendre compte que les jeunes utilisent plus l'anglais sur les réseaux sociaux. T'sais. Mais j'ai l'impression qu'ils font pas, ils ont une vision un peu, je veux pas être âgiste un peu ici, mais j'ai l'impression qu'ils ont une vision un peu vieille de la manière de voir ça. Parce que moi, personnellement, j'ai participé à un documentaire à Télé-Québec il y a plusieurs années, en 2018, avec Karina Marceau, qui s'appelait I Speak français. On est allé voir des jeunes partout au Québec, leur lien avec l'anglais et le français.
Et il faut comprendre que c'est sûr que l'anglais ou le franglais ou le français que je parle, mettons, dans un texto avec des amis, c'est pas le même que ce que je vais écrire dans une dissertation d'université, on s'entend, là. Tu sais, c'est pas du tout Il y a ça. des niveaux de langage. Ben oui, il y a comme des dans niveaux de la vie. langage, on n'est pas épais non plus, là, tu sais, c'est ça. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression que, au niveau de la langue, j'ai l'impression, parce que regarde, une fois qu'on n'a pas parlé, puis on n'aura pas le temps nécessairement, mais moi, je suis indépendantiste aussi, il m'arrête d'être droite, mais j'ai l'impression que c'est pas en se retournant uniquement sur nous-mêmes, puis en barrant la porte, puis en sacrant la porte par la fenêtre, qu'on va nécessairement plus aider le français. Autant au niveau de la culture puis du reste. Puis souvent, on se dit, OK, il faut financer la culture, puis il faut vraiment mettre beaucoup d'argent là-dedans, parce qu'il faut faire la promotion de ça. Je suis d'accord, mais j'ai l'impression que, puis surtout au niveau de la culture québécoise, puis autant que personnellement, j'ai plus le câble depuis très longtemps chez nous, je suis plus sur Internet, bien évidemment, mais je l'ai eu à une certaine époque, j'ai grandi avec ça. J'ai l'impression qu'au niveau des émissions qu'on voit à la télévision, qui sont les productions francophones du Québec, j'ai l'impression qu'ils ont comme resté avec la génération plus âgée et les jeunes, ils ont comme un peu oublié. Oui, il y a eu VRAC TV longtemps, j'ai grandi. Moi, je suis fier. Écoutez, l'émission québécoise qui vient d'ici, qui m'a fait grandir comme petit jeune à ma adolescence, c'est dans une galaxie près de chez vous. Oui, oui. Puis une grenade avec ça, là, moi, ça a formé mon adolescence. Encore aujourd'hui, je connais les épisodes par cœur, puis les citations, c'est incroyable. Puis j'adore cette série-là. Mais j'ai l'impression que les nouvelles générations n'ont pas eu ça. Puis VRAC TV, en tout cas, la raison, j'ai l'impression pourquoi ils ont dû fermer, c'est que oui, il y a eu un changement vers les réseaux sociaux, mais au lieu de rester le méchant canal des ados du Québec, ils ont comme voulu suivre ma génération de moi en étant plus jeune adulte, mais ça s'est comme perdu au fil du temps. Et j'ai l'impression aussi qu'autant qu'on parle des séries télé, qu'on voit la télévision, ou peu importe, ça c'est plus personnel ce que je veux dire là, mais j'ai l'impression qu'à part les comédies et les séries plus dramatiques, j'ai l'impression qu'on est tout le temps dans le même beat un peu, là, tu sais. Ouais. En tout respect pour les comédiens qui travaillent là-dedans, je pense que c'est des séries qui sont très très bonnes aussi, mais tu sais, Yamaska, O'Hara, j'ai l'impression que c'est beaucoup de changer les noms, c'est un peu pareil, là. Fait que j'ai l'impression qu'il y aurait moyen, c'est pas justement en Je pense que disant- la TV pourrait, en changeant, là, s'adresser aux jeunes Pas nécessairement à la davantage. télévision, Parce mais qu'on a l'impression qu'on les a perdus, les jeunes. Oui, oui, mais Là-dessus, peut-être, puis quand je parle de la on TV, peut je pas parle leur aussi garder du la streaming, télé. mais j'allais en parler OK. justement. On dit souvent, là, le Netflix, ça n'a pas de bon sens, là, il faut quasiment faire un Netflix québécois. Je vais te dire, comme j'ai dit à un de mes amis il y a quelques jours, tu peux pas, si la roue a déjà été inventée, c'est pas en mettant une roue avec un sticker de la fleur de lys dessus que ça va aller mieux, là. Tu sais, à un moment donné, la roue est faite, parfait, c'est mondial. Des séries comme la Casa del Papel ou le Jeu du Calmar, ils ont été connus mondialement, alors c'est des séries espagnoles et sud-coréennes, justement parce qu'ils ont profité de cette plateforme-là qui est Netflix, qui est Amazon Prime. Et je comprends qu'on peut. Puis surtout qu'on dit, OK, il faut que le contenu québécois soit plus visible. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que c'est justement un peu comme les podcasts qu'on fait, c'est des algorithmes. Plus tu écoutes du contenu québécois, plus tu vas en voir. Puis souvent, la majorité des gens, tu sais, je connais personne au Québec qui se dit, parfait, on va écouter un film ou une série québécoise pour encourager nos auteurs québécois. Non, on écoute une série parce que ça a l'air le fun, ça a l'air le bon, ça a l'air bon, ça a l'air relié au sujet, aux univers, à la science-fiction, au drame que j'aime. Puis si c'est québécois, tant mieux, je suis super content, je suis un gamer moi-même. La série des jeux Assassin's Creed faite par Ubisoft à Montréal, à Québec, j'y joue parce que j'aime le concept, mais j'ai une fierté que c'est fait ici. Mais j'y joue pas parce que c'est fait au Québec. Donc, tu sais ce qu'on fait pour sauver la langue dans ce cas-là. Là. Je pense que c'est pas. J'ai l'impression, puis je vais finir là-dessus. Personnellement, on prend des cultures. Une culture, si les gens veulent y adhérer, il faut que ça soit le fun d'y aller. Il faut que tu te dis, hey, C'est pas le fun, là? ben, je vais te dire, j'ai l'impression qu'avec justement la loi 96, avec le QLF, que depuis un bout, j'ai l'impression que je l'appelle le bureau inquisitorial de la langue québécoise, la manière que c'est fait. On a vu dernièrement les histoires avec Pizza Salvatore, que tu marques une citation en anglais au Sharpie, puis on t'envoie quasiment une amende. Je trouve que ça va pousser. Je trouve personnellement, tu sais, Michel Chartrand, de son vivant, il disait nommer les Québécois en quelques phrases. Qu'est-ce que vous diriez? Il dit patient, tolérant et peureux. J'ai l'impression que ces politiques-là, qui sont de plus en plus de coercition, puis là, OK, il faut rendre ça plus dur, il faut empêcher plus de monde parce qu'il faut garder le français. J'ai l'impression que c'est une réaction, je vais être franc, mais de peureux. Parce que j'ai Ouais, mais l'impression. s'il n'y avait pas eu loi 101, mettons. Là, Oui, la loi 101, c'est fin. non, mais c'était un objet de protection. Là. Absolument. Penses-tu qu'on sera encore 80 78 de francophones? Non, mais il a poussé égal aussi. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir, mais c'est pas justement en se renfermant sur nous-mêmes que ça va aider. Je donne un exemple. Moi, j'adore la culture japonaise. J'ai pas encore été au Japon, mais je veux y aller un jour. Puis je trouve que leur langue est vraiment typique, est extraordinaire, et j'ai le goût de l'apprendre parce que la culture est vraiment le fun. Mais c'est pas nécessairement. Tu sais, justement, parce que vu qu'elle m'intéresse, puis j'ai le goût d'apprendre la langue, je pense justement aux nouveaux arrivants qui arrivent ici, puis qui arrivent au Québec,
et qui se disent, OK, autant que oui, la culture québécoise, j'adore mon Québec, j'adore mon monde, j'adore vraiment les paysages, la place, la culture, les chansons, les cowboys fringants, name it, j'adore ça. Mais quand on voit justement on empêche aux nouveaux arrivants d'aller des écoles anglaises, là, OK, si tu ne parles pas français en 6 mois, on te met dehors, parce que nous, on parle français ici, bonjour, ils ne parlent pas de ça. J'ai l'impression que c'est un genre de sentiment réactionnaire un peu, que je ne dis pas que dans un certain niveau, c'est nécessaire, c'est pas nécessaire, mais j'ai l'impression que ça ne donne pas le goût de vouloir, parce que j'ai l'impression que présentement, c'est comme, OK, on est en mode survie, puis je le comprends, on est comme un peu le village gaulois, comme on l'a toujours été, mais présentement, j'ai l'impression qu'on est plus en mode, faut qu'on embarque, faut qu'on survive, mais on crée de la fierté via la culture, mais j'ai l'impression que c'est plus, je dirais pas artificiel, mais ça ne donne pas l'aura de vouloir embarquer. Ils ont plus l'air à être, je dirais pas peureux, mais ils ont plus l'air d'être en mode survie, puis ils ont plus l'air d'être toujours stressés. Puis le meilleur exemple, on l'a reçu dans notre podcast, parce que je travaille pour le podcast Yann et Frank, on a reçu Gad Saad, le fameux professeur de l'Université de Concordia, qui est un des 10 Québécois les plus connus sur la planète, que la très forte majorité des Québécois francophones. À cause de sa participation au podcast de Joe Rogan. Aussi, mais vu qu'il parle majoritairement en anglais, mais alors que c'est un francophone aussi, d'origine libanaise, on le connaît très peu. Mais justement, son running gag, il avait dit que l'accent québécois, c'est un affront à la dignité humaine. Si vous connaissez le gars, vous savez qu'il a dit ça des Beatles, il a dit ça de l'accent arabe, mais vu que c'est les Québécois, là, on a comme tellement la peau fragile que là, on est offusqué comme ça n'a pas de bon sens. Un peuple qui est fier pour de vrai, selon moi, je comprends. C'est sûr que si on se fait insulter à plus finir, oui, à un moment donné, il faut répondre. Mais pour des petites histoires comme ça, puis que ça a fait la commensurable, la pseudo-controverse que ça a fait, ça montre que ouais, peut-être que vous essayez de compenser pour quelque chose, que finalement, vous êtes plus peureux que vous pensez. Ah ah! Les Québécois sont peureux. En tout cas... Pourtant, la droite, habituellement, c'est elle qui a peur des immigrants. Ben, toi, tu es à droite, puis normalement, c'est la droite qui a peur de ça. Puis quand je tiens à préciser, je ne dis pas les Québécois, je pense qu'il y a vraiment une classe médiatique qui est plus, je dirais, plus sensible à ces sujets-là. Je pense que monsieur, madame, tout le monde qui a dit que Gad Saad, que c'est un affront à la dignité humaine, il semble, ça lui passe par-dessus la tête. Mais là, tu n'as pas répondu à les immigrants, là, la droite, normalement, elle dit les immigrants, il y en a trop. C'est touché, parce que d'un côté, autant que... Parce que présentement, c'est un fait, le taux de recouvrement des naissances au Québec, on est à 1,38. On est en bas du 2,1. Personne n'en prend, les immigrants. Tu ne peux pas dire on ferme les portes. On peut dire que c'est ça, le grand remplacement, ou les méchants anglais, ou les méchants immigrants. Mais le grand remplacement, c'est la droite. Ben, c'est ça. La droite française, moi, j'embarque pas là-dedans. Ah, la droite américaine, Tucker Carlson. Oui, aussi, de plus en plus. Mais il ne faut pas se le cacher, c'est que présentement, on n'aura pas le choix parce qu'on ne fait plus de bébés. Puis c'est spécial parce qu'au Québec, on a un des programmes de pronatalité les plus gros en Amérique du Nord. On a le QAP, on a les garderies subventionnées, l'allocation familiale. En termes de classe financière, au niveau fiscal, les familles qui ont des enfants versus des couples solos ou des personnes qui vivent seules ou des célibataires comme moi sont beaucoup plus avantageux. Donc, tu es pour l'immigration? Oui, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que justement, si on ne continue pas et on ne fait pas plus d'enfants d'ici 4-5 générations, ben, des Québécois, le peuple francophone, moins que ça. de souche, comme on pourrait appeler, il n'y en aura plus. Héloïse, toi, l'immigration, tu vois ça comment? Ah, moi, je suis pour l'immigration. On a besoin de ces immigrants-là, mais je pense qu'il y a quand même des... Il ne faut pas limiter le nombre. Tu te rappelles la campagne électorale? Une gang disait 30 000, l'autre 50, 75. Vente aux enchères. Ben ouais. Mais l'affaire, c'est que si on accueille tout le monde sans compter, puis que tout le monde se ramasse dans la rue parce qu'il n'y a pas assez de logements, c'est trop compliqué d'avoir Ils n'ont pas nécessairement une tant meilleure condition de vie au final. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir un peu à ça aussi. Il faut les franciser pour de vrai. Claire Sanson, je l'ai connue un peu, puis c'est le rapport Sanson qu'elle a fait. Elle nous avait dit qu'il y a plus de 80 du financement que le fédéral envoie au Québec en francisation, que le gouvernement du Québec ne se sert pas pour la francisation. Ah, absolument. Puis moi, j'ai un proche qui travaille dans ce domaine-là, puis qui dit que les immigrants, ils veulent l'apprendre, le français, mais il n'y en a pas de cours de français. Le problème, c'est qu'on ne met pas aux énergies à bonne place. On parlait de l'EQLF tantôt. Il y a une histoire, puis c'est réel, vous ferez vos recherches là-dessus. Il y a un producteur maraîcher de l'île d'Orléans que lui engage des travailleurs étrangers temporaires qui viennent au Québec, mais qui repartent de plus de 25 personnes pour aller cueillir des fruits, des légumes durant la saison d'été. Là, à un moment donné, il a reçu un appel de l'EQLF, parce que là, avec la loi 96, ils ont le droit à cette heure. Là, on prépare votre cours de français pour les immigrants. Voyons, le cours de français pour les immigrants. Ils ne viennent pas habiter ici. Ils sont juste là pour venir travailler. À la limite, il y en a un qui parle français pour les autres, that's it. Ah non, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous les envoyiez au cours de français le mercredi soir, parce que sinon, c'est la loi. Mais non.
sont dans le champ. Oubliez ça, je ne peux pas faire ça. Ah, mais on va vous envoyer une amende. Ben, envoyez-la, l'amende, on ne peut pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est mettre les énergies à bonne place aussi. Quand on parlait de couper tantôt au début, là, c'est pas nécessairement juste couper pour couper, c'est qu'on fait tellement de la job en double, tellement de trucs insignifiants pour juste se donner bonne conscience, alors que ça, c'est pas aider le français du tout. Non, absolument. Hey, ça a été fort intéressant de Ah vous oui, parler, fun. là, la jeunesse conservatrice, Ouais, ouais. stimulante. Alors, on vous réinvitera parce que vraiment, plaisir. je trouve ça le fun. Puis tu le disais, quand j'avais commencé le podcast, je me disais, c'est le fun de se confronter à des idées de droite, de gauche, des riches, des pauvres. On mange pas des- personne. Non, mais non, mais peu importe, c'est le fun de se frotter, de tout le contraire de la cancel culture dont Oui. on parlait tantôt. T'es pas d'accord avec quelqu'un, au lieu de dire ferme ta gueule, écoute-le, puis On débat. puis verbalise, toi. Absolument. Hey, merci, ça a été bien le fun. Merci Grand beaucoup. plaisir. À la prochaine. Merci de Bye-bye. l'invitation.